Ma mère m'impose le silence pour un dîner familial, je suis l'échec à cacher au père de la fiancée de mon frère, un juge fédéral. J'acquiesce avec un sourire. Au dîner, le juge m'interpelle, qui êtes-vous pour eux? La salle entière se tait. Je m'appelle Juliette Mercier et j'avais 34 ans la nuit où ma mère m'a appelé pour me dire que je pouvais venir dîner. À condition que je comprenne une chose avant d'arriver, je devais rester silencieuse, pas polie, pas chaleureuse, pas prudente, juste silencieuse. Elle l'a dit à la manière des gens qui ont déjà décidé du rôle que vous êtes autorisé à jouer et tout ce qu'il reste à faire est de s'assurer que vous ne l'oubliez pas. Le dîner était censé être important. Mon jeune frère réunissait les deux familles de manière plus formelle, et son attention n'était pas portée sur le fait de savoir si je voulais être là, si j'y avais ma place. Ou si quelqu'un avait pris la peine de considérer que j'étais peut-être fatigué d'être traité comme un inconvénient au sein de ma propre famille. Son objectif était de faire en sorte que la soirée se déroule sans accroc, de manière contrôlée et impressionnante, car le père de la petite amie de mon frère était un juge fédéral. C'est à cela qu'elle revenait sans cesse, comme si ces 4 mots expliquaient tout, comme s'ils justifiaient l'appel tardif, la tension dans sa voix et l'avertissement dissimulé dans ce qui était censé ressembler à une invitation. Elle n'a jamais dit qu'elle avait honte de moi. Elle n'en avait pas besoin. Les familles comme la mienne utilisent rarement les mots les plus laids à voix haute. Elles préfèrent des mots plus propres, plus doux. Des mots comme timing, ambiance, premières impressions. Ne faisons pas de cette soirée une question de toi. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, j'avais des années de pratique à traduire le langage de ma famille en la vérité qu'ils cachaient. Je savais ce que cela signifiait quand mes réalisations laissaient une salle froide au lieu d'être fière. Je savais ce que cela signifiait quand les étapes importantes de mon frère étaient célébrées comme des victoires pour nous tous, tandis que les miennes étaient traitées comme des détails privés dont personne n'avait besoin de s'enquérir. Je savais ce que cela signifiait d'être qualifié de difficile quand tout ce que j'avais vraiment fait était de cesser de faciliter la tâche aux gens qui voulaient me réduire. Alors j'ai très peu parlé, je l'ai laissé finir, et j'ai raccroché avec le genre de calme qui ne vient qu'après que la déception est devenue familière. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que me demander de rester silencieuse n'était pas la même chose que me rendre petite. Et quoi qu'elle ait cru que ce dîner allait prouver sur notre famille, il a fait le contraire. Avant que la nuit ne soit finie, la seule personne à cette table qui semblait savoir exactement qui j'étais s'est avéré être l'homme même que ma mère essayait le plus d'impressionner. Et une fois que cela s'est produit, il n'y avait plus moyen de sauver la soirée, de la dissimuler, ni de revenir à la version de moi qu'il présentait aux gens depuis des années. Au matin, le schéma semblait familier. Mon frère, Étienne Mercier, avait passé la majeure partie de sa vie au centre chaleureux de notre famille, tandis que j'apprenais à vivre en marge. Il avait 2 ans de moins que moi, mais cela n'a jamais compté dans notre maison. Ce qui importait, c'est que les gens l'aimaient rapidement. Il était facile à célébrer, facile à excuser, facile à intégrer dans un récit familial. Étienne avait une façon de naviguer dans le monde sans jamais avoir à se demander s'il y avait sa place. Et nos parents s'assuraient que cette confiance avait un terreau fertile pour s'épanouir. Ma mère, Denise Mercier, aimait tout ce qu'elle pouvait transformer en une histoire que d'autres admireraient. Mon père, Paul Mercier, préférait le silence au conflit, ce qui, en pratique, signifiait qu'il passait des années à faire de la place à sa version de la réalité. Ensemble, ils ont construit une structure familiale qui semblait ordinaire de l'extérieur et se sentait inégale d'une manière difficile à décrire à moins de l'avoir vécue de l'intérieur. Les succès d'Étienne étaient collectifs. Ses erreurs étaient temporaires. Ses humeurs étaient compréhensibles. Mes réalisations, en revanche, étaient traitées comme des détails techniques privés, utiles seulement si elles rejaillissaient positivement sur quelqu'un d'autre. J'ai compris cette différence très tôt. Quand Étienne réussissait bien à l'école, le dîner devenait une célébration. Quand je réussissais, ma mère acquiesçait et passait à quelque chose de plus léger, comme si trop d'attention sur moi risquait d'interrompre l'atmosphère qu'elle préférait. Si Étienne changeait de filière, cela signifiait qu'il se cherchait. Si je faisais un choix exigeant, cela signifiait que j'étais intense. S'il avait besoin d'aide, des ressources apparaissaient. Si je réussissais seul, cela devenait en quelque sorte la preuve que je n'avais besoin de rien de personne et ne devais donc pas attendre grand-chose. Les familles n'ont pas besoin de trahison dramatique pour apprendre à un enfant sa place. Parfois, la répétition fait le travail plus efficacement que la cruauté. Au moment où je suis entré dans le monde juridique, ce schéma s'était durci. J'étais attiré par les tâches difficiles, celles qui exigeaient de la discipline,
de la précision et la capacité de rester stable dans des pièces où la pression faisait la moitié du travail. Je n'ai pas choisi cette voie pour le prestige. Je l'ai choisi parce que le droit récompensait la clarté, et la clarté m'avait toujours semblé plus propre que l'émotion dans ma famille. Cela m'a également offert quelque chose que personne à la maison n'avait jamais vraiment proposé, des normes qui ne variaient pas selon la personne jugée. Mes parents n'ont jamais vraiment compris ce que je faisais, et après un certain temps, j'ai cessé d'essayer de le leur traduire. Pour eux, ma carrière existait comme une collection de mots vaguement impressionnants, sans signification émotionnelle. Ils ne posaient pas les bonnes questions, non pas parce que les réponses étaient compliquées, mais parce que la curiosité n'était jamais le but. Ils savaient que je travaillais de longues heures. Ils savaient que mes affaires étaient sérieuses. Ils en savaient assez pour mentionner mon domaine quand cela était socialement utile. Au-delà de cela, ma vie leur semblait être un système météorologique lointain, réel, mais se produisant ailleurs. Étienne, quant à lui, est devenu le fils autour duquel tout s'organisait encore. Quand il a rencontré la femme avec qui il envisageait un avenir, le ton de la voix de ma mère a changé presque du jour au lendemain. Elle a entendu le titre du père avant d'entendre quoi que ce soit d'autre. Après cela, chaque conversation sur la relation portait une nouvelle note en dessous, quelque chose de plus piquant que l'excitation et de plus révélateur que la fierté. Elle n'était pas seulement heureuse pour lui. Elle était attentive, stratégique. La possibilité de la proximité du statut était entrée dans la pièce, et une fois que ce fut le cas, elle a commencé à traiter toute la relation comme une audition que le reste d'entre nous ferait mieux de ne pas gâcher. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le changement devenait plus délibéré. Mon emploi du temps n'importait soudainement que lorsqu'il entrait en conflit avec l'image de la famille. Ma présence est devenue quelque chose à gérer. Les invitations arrivaient tard. Les détails venaient de manière sélective. Et toute hésitation de ma part était discrètement réinterprétée comme de la distance ou de l'attitude. Personne n'a dit que j'étais mise de côté. Il n'en avait pas besoin. L'exclusion est souvent plus efficace lorsqu'elle se déguise en logistique, en oubli, ou en préoccupation quant à votre confort dans un certain cadre. Au moment où ce dîner fut organisé à Paris, je savais déjà que mon rôle y avait été décidé sans moi. Ce qui importait pour eux n'était jamais la vérité complète de qui j'étais. C'était de savoir si je pouvais être intégré dans la version de la famille qu'ils voulaient exposer sous un bon éclairage, à la bonne table, devant les bonnes personnes, sans demander à personne de regarder de trop près. Peu après, tout ce qui entourait la relation d'Étienne commença à acquérir un lustre qui n'avait rien à voir avec l'amour et tout à voir avec la présentation. Une fois que ma mère eut compris exactement qui était le père d'Audrey, elle traita la relation moins comme un engagement privé entre deux adultes et plus comme l'arrivée d'un collège de juges pour lequel elle s'était préparée toute sa vie. Audrey Dupont elle-même était agréable, posée et mieux élevée que la plupart des gens que j'avais côtoyés en grandissant. Elle ne traversait pas une pièce comme quelqu'un qui cherche à la dominer. Si quoi que ce soit, elle semblait habituée à être observée et avait appris tôt à rendre cela sans effort. Plus que tout, cela rendait ma mère encore plus déterminée à l'impressionner. Il ne suffisait pas qu'Étienne soit heureux. Le bonheur n'était jamais une histoire complète dans notre maison à moins de pouvoir être arrangé en quelque chose de flatteur de l'extérieur. Ma mère commença à parler des dîners, des vacances et des projets futurs avec une vigilance qui semblait moins maternelle que tactique. Mon père suivit son exemple comme il l'avait toujours fait, offrant de petits commentaires pratiques, prétendant que le pragmatisme était la neutralité, et la laissant décider quelle version de la famille serait présentée. Étienne semblait apprécier l'attention supplémentaire sans trop réfléchir à ce que cela coûtait aux autres. Il avait passé toute sa vie à être récompensé pour accepter le confort comme son cadre naturel, il ne lui vint donc jamais à l'esprit que quelqu'un d'autre était repoussé un peu plus loin chaque fois qu'il était tiré plus près du centre. Je n'étais pas ouvertement exclu. Le processus était plus subtil que cela, ce qui le rendait plus difficile à contester sans paraître mesquine. Les informations m'arrivaient tard. Les plans étaient mentionnés après qu'ils aient déjà pris forme. Si j'étais disponible, ma présence était traitée comme facultative. Si j'hésitais, cette hésitation était discrètement utilisée comme preuve que je préférais de toute façon la distance. Ma mère était particulièrement douée pour ce genre de révision. Elle pouvait faire un choix qui vous diminuait, puis décrivait le résultat comme si vous l'aviez vous-même écrit. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'Audrey ne savait presque rien de précis à mon sujet. Ce n'était pas sa faute. C'était simplement ce qui se produisait lorsqu'un membre de la famille était constamment traduit par le malaise de quelqu'un d'autre.
Elle savait que je vivais à Paris. Elle savait que je travaillais dans le droit. Au-delà de cela, j'existais apparemment dans la catégorie vague des parents techniquement impressionnants mais d'une certaine manière gênants en pratique. Je pouvais sentir la forme de l'histoire qui lui avait été donnée sans jamais l'entendre directement. J'étais la sœur aînée sérieuse, discrète, difficile à cerner, pas particulièrement proche de la famille, probablement plus heureuse de rester seule. Aucun de ces détails n'était un mensonge flagrant, ce qui les rendait utiles. La distorsion commence rarement par l'invention. Elle commence par la sélection des seuls éléments qui empêchent les autres de poser de meilleures questions. À mesure qu'Audrey et Étienne devenaient plus sérieux, le besoin de contrôle de ma mère s'intensifia. Elle commença à se soucier des plans de table avant même qu'il n'y ait des sièges, des photos avant les événements, du ton avant même qu'il y ait une conversation digne d'intérêt. Elle posait des questions étranges, chargées, qui n'étaient jamais vraiment des questions. Serais-je à l'aise là-bas? Serait-il plus simple que les choses restent intimes? Pensais-je que certains environnements étaient plus le monde d'Étienne que le mien? Le libellé changeait, mais le message sous-jacent ne changeait jamais. Elle me voulait gérable, idéalement silencieuse, de préférence reconnaissante pour le peu d'espace qu'on m'offrait. Puis le dîner à Paris fut organisé dans un restaurant italien à l'intérieur de l'un de ces vieux hôtels construits pour faire paraître le pouvoir gracieux plutôt qu'évident. Il était décrit comme intime, ce qui signifie généralement que chaque détail compte davantage. Pas une fête de fiançailles, pas une annonce formelle, juste un dîner entre familles avant que la prochaine étape de tout ne devienne publique. Cette distinction importait à ma mère car l'intimité, dans son esprit, ne réduisait pas la pression. Elle la concentrait. Elle parlait de la soirée comme une femme répétant son entrée dans un monde qu'elle croyait avoir de meilleures normes que le sien. Et pendant des jours, j'eus la nette impression que mon rôle dans la soirée était négocié dans des pièces où je ne me trouvais pas. Au moment où elle m'a finalement appelé, bien après qu'une courtoisie ordinaire n'aurait plus eu de sens, je savais déjà que je n'étais pas invité à la soirée en tant que moi-même. J'y étais ajusté comme un objet instable que quelqu'un espérait voir rester exactement là où il avait été placé. Je suis arrivé quelques minutes en avance, ce qui m'a donné juste assez de temps pour appréhender clairement la soirée avant que quiconque n'ait eu la chance de me l'expliquer. L'hôtel possédait ce genre d'élégance du vieux Paris qui faisait paraître le pouvoir hérité plutôt que jouer. Le restaurant lui-même était chaleureux sans être mou, soigné sans paraître moderne. Le genre d'endroit où chaque chaise semblait choisie pour rappeler aux gens que l'argent et le goût n'étaient pas toujours la même chose, même s'ils aimaient souvent être confondus. Je me souviens avoir pensé que ma mère avait choisi exactement le genre de pièce où elle pouvait confondre l'atmosphère avec la validation. J'étais habillé comme je m'habille toujours pour les lieux sérieux. Sobre, ajusté, impossible à critiquer sans paraître ridicule. Je n'avais aucun intérêt à prouver quoi que ce soit par mon apparence. Je refusais simplement d'assister à un autre événement familial en ayant l'air d'avoir accepté le rôle qu'ils essayaient constamment de me faire jouer. Ma mère m'a vu la première. Ses yeux ont balayé mon apparence d'un rapide coup d'œil privé qui m'a dit qu'elle vérifiait s'il y avait des problèmes, et non qu'elle saluait sa fille. Elle a approuvé ce qu'elle a vu, ce qui signifiait que j'avais réussi un test silencieux de plus que je n'avais jamais accepté de passer. Mon père m'a offert le demi-sourire réservé sur lequel il comptait lorsqu'il voulait le mérite de la chaleur sans avoir à dépenser beaucoup d'énergie pour la produire. Étienne se tenait près d'Audrey, détendu de la manière dont les gens le sont quand ils croient que la pièce s'est déjà arrangée en leur faveur. Audrey avait l'air élégante et maîtresse d'elle-même, mais il y avait une trace de curiosité dans la façon dont elle m'observait, comme si elle s'attendait à ce que je sois plus facile à catégoriser sur place. Sa mère m'a remarqué avec l'attention prudente de quelqu'un qui a passé des années à observer les autres avant de décider ce qu'ils disaient vraiment. Son père était d'abord tourné, parlant à Étienne près du bout de la table, et j'étais absurdement consciente de ce fait, même si je n'avais aucune raison de l'être. Ma mère s'est empressée d'établir le ton. Les présentations furent efficaces. Les détails sélectifs. Je n'ai pas été déformé purement et simplement. Elle était trop expérimentée pour cela. Au lieu de cela, elle m'a traité comme on traite des informations considérées comme risquées, en les diluant jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus altérer l'atmosphère. Mon nom, ma ville, mon travail dans le droit, puis la conversation a été orientée ailleurs avant que la forme d'une véritable question ne puisse se former. J'avais déjà vu cette manœuvre. C'était l'une de ses préférées. Laisser juste assez de vérité sur la table pour paraître honnête, puis retirer les parties qui pourraient compliquer l'histoire. Le plan de table a fait le reste. Personne ne l'a annoncé, mais le placement est un langage en soi lors des réunions de famille,
surtout les formels. Étienne et Audrey étaient placés là où le regard se posait naturellement. Leurs parents encadraient la table comme le font les adultes lorsqu'ils bénissent et observent un avenir. J'étais placé plus loin, pas assez isolé pour rendre la décision évidente, juste assez distante pour réduire les chances d'un engagement spontané. C'était le genre de choix que les gens peuvent toujours défendre plus tard. Ce siège était libre. Quelqu'un devait s'y asseoir. Vous imaginez quelque chose de personnel. Mais je savais mieux. Ma famille avait toujours excellé à arranger les choses de sorte que le mal reste indéniable. Le dîner a avancé dans ce rythme social prudent conçu pour impressionner légèrement tout le monde. On a parlé de la ville, des voyages, des horaires de travail, des inconvénients de la visibilité publique, des quartiers qui changent trop vite et des institutions qui changent trop lentement. Ma mère a contribué plus que d'habitude, ce qui n'était jamais bon signe. Elle jouait la stabilité, ce qui signifiait qu'elle se sentait menacée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer à haute voix. Étienne était animé sans paraître tendu. Audrey le complétait bien, ajoutant de la substance là où il comptait sur le charme. Sa mère écoutait plus qu'elle ne parlait, et cela seul faisait d'elle la personne la plus intéressante à table après moi. Je pouvais dire qu'elle remarquait les mêmes choses que moi, bien que peut-être pas encore avec le même vocabulaire. Plus d'une fois, la conversation s'est approchée de moi, puis s'est éloignée avant de se fixer. Pas de manière dramatique, pas assez pour que quelqu'un d'autre la commente. Juste assez souvent pour rendre la structure visible si vous étiez la personne autour de laquelle elle était construite. J'ai fait ce que j'avais appris à faire des années plus tôt. Je suis resté posé. J'ai été attentive. Je n'ai dit que le nécessaire et rien qui puisse être utilisé contre moi plus tard comme preuve de tension, d'ambition, de distance ou d'attitude. Mais la retenue peut créer sa propre gravité. Après un certain temps, les gens commencent à remarquer la personne qui ne se bat pas pour être remarquée. Et quelque part entre le deuxième plat et le dessert, avant que la soirée n'ait pleinement décidé de ce qu'elle voulait devenir, j'ai ressenti le premier changement dans la pièce qui ne venait pas du tout de ma mère. Il s'est tourné vers moi si naturellement que pendant une seconde, j'ai cru avoir imaginé le changement d'attention. Jusqu'alors, la soirée avait suivi le schéma que ma mère semblait vouloir, lisse en surface, soigneusement organisée, pleine de ce genre de conversation qui permet aux gens de se sentir proches sans risquer quoi que ce soit d'honnête. Puis le père d'Audrey m'a regardé directement, et l'atmosphère à table a changé d'une manière que personne d'autre ne pouvait contrôler. Il s'est arrêté, a étudié mon visage avec la concentration ciblée de quelqu'un qui extrait un détail de sa mémoire professionnelle, et a posé son verre sans me quitter des yeux. J'avais déjà vu cette expression dans les tribunaux et les salles de conférence, dans le bref silence avant qu'une personne ne dise quelque chose d'assez précis pour réorganiser toute une conversation. Quand il a parlé, son ton était mesuré et courtois. Il a demandé si nous nous étions déjà rencontrés devant les tribunaux fédéraux. C'est tout. Pas de voix élevée, pas de spectacle, juste une question claire dans une pièce qui dépendait du vague. J'ai répondu brièvement. Oui, nous nous étions rencontrés. Je lui ai rappelé l'affaire, le district, l'audience. La reconnaissance s'est alors installée sur son visage. Il se souvenait de moi. Pas vaguement, pas poliment. Il se souvenait exactement où il m'avait vu et en quelle capacité. En moins d'une minute, il a défait des années de réduction. Il s'est adressé à moi avec le respect qu'exigeait ma profession, et non la version édulcorée de moi-même qui avait été présentée à la table plus tôt dans la soirée. Il a mentionné le parquet de Paris où je travaillais, la gravité du travail et le fait qu'il se souvenait de ma préparation et de la clarté de mes arguments. Il ne me louait pas pour être gentil. Il énonçait des faits professionnels comme s'il n'y avait aucune raison que quiconque dans la pièce en soit surpris. C'est à ce moment-là que la soirée s'est scindée en deux. Avant cette question, ma mère croyait encore qu'elle gérait l'architecture de la nuit. Après, la structure appartenait à la réalité. Je n'avais pas besoin de la regarder pour savoir ce qui était arrivé à son visage. Je pouvais sentir l'effondrement du contrôle dans le silence soudain autour de moi. Le silence de mon père a changé de texture. Étienne a cessé de bouger avec la désinvolture qu'il avait eue toute la soirée. L'expression d'Audrey s'est aiguisée. Sa mère m'a jeté un regard que je reconnaissais. Pas de pitié, pas de curiosité, mais une réévaluation. Le juge Dupont a continué à me parler comme un professionnel parle à un autre lorsqu'un cadre social croise le travail réel. Il a demandé depuis combien de temps j'étais au parquet de Paris. Il a fait référence en passant à une autre affaire,
une que je n'avais pas réalisé qu'il se souviendrait. Même ce petit échange a eu plus de force que n'importe quel discours dramatique aurait pu en avoir. Il a établi la seule chose que ma mère avait passé des années à essayer d'estomper chaque fois que j'étais en présence de personnes dont elle appréciait l'opinion. Je n'étais pas difficile à cerner. J'occupais une position claire dans un monde régi par des normes qu'elle ne contrôlait pas. J'ai gardé mes réponses courtes parce que je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. Je répondais à des questions directes d'un homme dont la seule erreur ce soir-là avait été de supposer que ma famille savait comment me décrire honnêtement. Le problème avec la vérité, une fois qu'elle entre dans une pièce comme celle-là, c'est qu'elle rend visible chaque chose antérieure. La mince introduction de ma mère, le siège à l'autre bout, la façon dont la conversation était passée devant moi et s'était à nouveau éloignée. Le flou stratégique autour de mon travail. Tout cela semblait différent maintenant parce que la bonne personne avait nommé la chose que tous les autres avaient laissée floue. Étienne fut le premier à parler après cela, et même là, ce fut moins une déclaration qu'une tentative involontaire de combler un fossé qui s'était ouvert trop vite pour qu'il puisse le comprendre. Il a demandé comment nous nous connaissions, avec le ton mal à l'aise de quelqu'un qui découvre que la version officielle de sa propre famille manquait des sections entières. Le juge Dupont a répondu avant que je ne puisse. Il a dit qu'il me connaissait des affaires judiciaires à Paris et a parlé comme si c'était une information ordinaire, le genre de choses qu'un frère saurait évidemment. Cette seule supposition a frappé plus fort que n'importe quoi d'autre. Audrey s'est alors tournée vers Étienne, et j'ai vu la première véritable séparation entre eux ce soir-là. Elle ne me regardait pas comme si j'avais changé. Elle le regardait comme s'il ne comprenait pas sa propre vie aussi bien qu'il l'avait cru. En face d'elle, ma mère a essayé de retrouver le ton de la soirée, mais la pièce avait déjà échappé à sa portée. Une fois qu'un juge fédéral vous reconnaît à travers une table de dîner et s'adresse à vous avec un respect professionnel indubitable, il n'y a pas de moyen élégant pour la famille qui a essayé de vous rabaisser de faire semblant d'avoir simplement oublié de mentionner quelques détails. Rien de bruyant ne s'est produit après cela, c'est pourquoi les dégâts ont été si profonds. Personne n'a renversé de verre. Personne n'a claqué la porte. Ce qui s'est passé a été plus silencieux et bien plus difficile à réparer. Au moment où le juge Dupont m'a placé avec précision dans ma vie, chaque omission autour de moi est devenue impossible à ne pas remarquer. La conversation ne s'est pas arrêtée, mais elle a perdu son script. La table était toujours élégante, le service discret, l'éclairage flatteur, et rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle avec les seuls outils qui avaient toujours fonctionné pour elle, le ton, le rythme et la suggestion que rien d'inhabituel ne s'était produit. Mais il y a une limite à ce que l'atmosphère peut faire une fois que les faits sont entrés dans la pièce. La mère d'Audrey fut la première à tester la nouvelle réalité. Elle demanda depuis combien de temps j'occupais mon poste actuel. Il n'y avait rien d'agressif là-dedans, juste un intérêt direct. Je répondis simplement. J'étais à Paris depuis des années. Audrey écouta plus attentivement après cela. Étienne aussi, et comme aucun des deux ne pouvait se cacher derrière des raccourcis professionnels, la forme du problème apparut de la manière la plus ordinaire possible. Ils réalisèrent qu'ils ne connaissaient pas de choses fondamentales à mon sujet qu'ils auraient dû savoir si ma place dans la famille avait jamais été traitée comme digne d'être comprise. Étienne demanda quand j'avais commencé à travailler au parquet de Paris. La question elle-même était inoffensive. Son timing ne l'était pas. Elle planait dans l'air comme un aveu silencieux qu'il entendait des détails sur sa sœur d'un autre homme, lors d'un dîner censé honorer son avenir. Je lui dis. Puis Audrey demanda si j'avais toujours été à Paris ou si j'avais déménagé pour le travail. Je répondis également à cela. Chaque réponse était courte. Je n'avais aucune envie de transformer la table en une correction des 10 dernières années. Les faits se suffisaient à eux-mêmes. Ma mère tenta d'aplanir les choses en disant que j'avais toujours été indépendante. Comme si l'indépendance expliquait pourquoi son propre fils semblait surpris de découvrir les grandes lignes de ma carrière. C'était le genre de phrase qui fonctionnait autrefois dans notre famille parce que personne ne la remettait jamais en question. Le juge Dupont ne la remetta pas en question non plus, mais il la regarda avec l'immobilité d'un homme qui avait passé des décennies à entendre des histoires incomplètes. La mère d'Audrey demanda si mon travail me tenait suffisamment occupé pour que les réunions de famille soient difficiles. C'était une question généreuse. Elle offrait à ma mère une ouverture pour rejeter la distance sur mon emploi du temps. J'aurais pu la laisser faire. Puis j'ai réalisé à quel point j'étais fatigué d'aider les autres à préserver une version des événements construite par commodité. Alors j'ai répondu avec soin et sans agressivité.
J'ai dit que le travail était exigeant, oui, mais ce n'était pas vraiment la raison pour laquelle j'étais devenu moins visible lors des événements familiaux au fil du temps. J'ai dit qu'il était plus facile de rester loin des espaces où j'étais traité comme une complication à gérer. Personne ne m'a interrompu. Étienne me regarda avec l'expression stupéfaite de quelqu'un qui entend une phrase qui ne devrait pas être nouvelle pour lui et qui pourtant l'était. Mon père baissa les yeux vers la nappe comme il le faisait chaque fois que la vérité commençait à ressembler à de la redevabilité. Le visage de ma mère changea par petites étapes contrôlées. Elle essayait toujours de préserver sa dignité, mais maintenant la dignité et le contrôle n'étaient plus la même chose. Elle dit que je rendais la soirée plus lourde qu'elle ne devait l'être. La soirée était lourde avant mon arrivée. J'avais simplement cessé de tout porter seul. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas énuméré d'anciennes blessures. J'ai dit seulement ce qui ne pouvait être honnêtement nié. Ma famille n'avait jamais eu de mal à parler de moi quand j'étais utile comme contraste ou comme avertissement. Ce qu'ils avaient du mal à faire, c'était de parler de moi avec précision dans des pièces où la précision importait. Étienne a essayé d'intervenir alors, mais sa confusion l'a rendu maladroit. Il a dit qu'il pensait que je préférais l'intimité. Cela a frappé exactement là où il fallait. Comme si le retrait avait été un goût plutôt qu'une adaptation. Je l'ai regardé et j'ai compris qu'être favorisé l'avait rendu curieux. Audrey l'a remarqué. Ses parents aussi. Aucun d'eux n'a surréagi. C'est ce qui a rendu le changement irréversible. Ils n'ont pas eu besoin d'une confrontation dramatique pour comprendre la dynamique familiale dans laquelle ils étaient assis. Ils n'ont eu besoin que de voir que la femme que ma mère traitait comme un risque social était la personne la plus stable professionnellement à table, et la moins protégée au sein de sa famille. Au moment du dessert, le dîner était intact, les assiettes étaient débarrassées, l'eau versée, la courtoisie maintenue. Mais quelle que soit la bénédiction que ma mère pensait que la nuit pourrait apporter à l'avenir de mon frère, elle avait déjà échoué. Après cela, les choses sont devenues plus simples, comme le sont parfois les vérités douloureuses. Pas plus faciles, pas plus douces, juste plus claires. Ma mère a appelé le lendemain matin avant que la plupart des habitants de Paris n'aient fini leur première tasse de café. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis elle a envoyé un SMS. Puis mon père a essayé. Puis Étienne. Je n'ai répondu à aucun d'eux ce jour-là. Pour la première fois, je n'étais pas intéressé par la gestion du désordre émotionnel que d'autres personnes créaient par leur choix. Ma mère ne voudrait pas parler de ce qui m'était arrivé. Elle voudrait parler de ce qui était arrivé à la soirée. Cela avait toujours été le piège dans ma famille. Le mal n'était jamais mesuré par ce qu'il faisait. Il était mesuré par la mesure dans laquelle il devenait gênant une fois que quelqu'un d'autre pouvait le voir. Au cours des jours suivants, les messages ont continué d'arriver, et leur schéma m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Mon père voulait la paix. Étienne voulait des explications. Ma mère voulait une révision. Aucun d'eux n'a commencé là où ils auraient dû commencer. Personne n'a dit « Nous t'avons fait défaut pendant des années et nous avions tort ». Ils voulaient l'accès sans la responsabilité, la conversation sans l'honnêteté, la réparation sans la reconnaissance. J'avais passé trop de ma vie à accepter ces conditions. Étienne m'a finalement laissé un message assez long pour en révéler plus qu'il ne le voulait. Il a dit qu'il n'avait pas su que les choses étaient si graves. Il a dit qu'Audrey était distante depuis le dîner. Il a dit que ses parents reconsidéraient la rapidité avec laquelle les deux familles devaient avancer. Il semblait secoué, mais même alors, le centre de sa détresse était encore lui-même. Il commençait seulement à comprendre qu'être aimé avec désinvolture peut rendre une personne moralement paresseuse. J'ai écouté une fois, j'ai supprimé le message et je n'ai ressenti aucune impulsion à le réconforter. Audrey ne m'a pas contacté directement, mais je n'en avais pas besoin. J'ai compris ce que ce silence signifiait. Sa famille en avait assez vu. Quel que soit l'avenir qui avait semblé facile sous un éclairage doux dans cette salle à manger, il s'accompagnait maintenant de questions auxquelles mon frère n'était pas préparé à répondre. Non pas parce qu'il avait menti de manière dramatique, mais parce qu'il avait traversé sa propre vie sans regarder de près les mécanismes qui le favorisaient. Un mensonge peut être corrigé. Le caractère est plus lent. Ma mère a envoyé le message qui a tout réglé 3 nuits plus tard. Elle a dit, les familles ne devraient pas laisser une soirée malaisante devenir un dommage permanent. Malaise. Ce mot m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce qui s'est passé à cette table n'était pas malaisant. C'était une révélation.
Une fois que j'ai compris qu'elle protégerait sa fierté plus farouchement qu'elle ne m'avait jamais protégé, la décision a cessé d'être dramatique. Elle est devenue administrative. J'ai bloqué son numéro en premier, puis celui de mon père, puis celui d'Étienne. J'ai mis les emails en sourdine, redirigé les messages, refusé les invitations avant qu'elles ne puissent arriver complètement. Je n'ai pas annoncé une grande séparation. J'ai simplement mis fin à ma participation à un système qui avait exigé mon silence pour fonctionner. Dans les mois qui ont suivi, ma vie est devenue plus calme de la manière la plus saine possible. Le travail est resté exigeant, mais il était clair. L'amitié est devenue plus stable. Mon appartement m'a semblé être le mien d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Je dormais mieux. Je pensais plus clairement. J'ai remarqué combien d'énergie j'avais autrefois dépensé à anticiper la déception et à appeler cela de la loyauté. J'ai cessé de répéter des conversations imaginaires dans ma tête. J'ai cessé de me préparer à la culpabilité déguisée en sollicitude. L'absence de tout ce bruit m'a rendu mon esprit. J'ai entendu par d'autres que la relation de mon frère a survécu un certain temps, puis s'est effondrée sous le poids de choses qui étaient probablement fragiles bien avant ce dîner. Je n'ai pas été surprise. Quand le respect doit être joué pour des étrangers avant de pouvoir être offert à la maison, quelque chose de fondamental est déjà brisé. Je n'ai rien célébré de tout cela. Je n'ai jamais cherché à ruiner qui que ce soit. Je n'étais simplement plus prête à disparaître pour que d'autres puissent continuer à prétendre qu'ils étaient des gens bien. Et avec la distance, j'ai commencé à comprendre autre chose qu'il m'a fallu des années pour nommer. La partie la plus solitaire d'être sous-estimé n'est pas que les gens ne voient pas votre valeur. C'est qu'ils s'attendent souvent à ce que vous les aidiez à continuer de vous méprendre parce que votre silence maintient leur version de la famille intacte. S'il y a une valeur quelconque dans mon histoire, c'est celle-ci, être lié à quelqu'un ne lui donne pas un accès illimité à votre dignité. La famille peut vous faire défaut silencieusement pendant des années et s'attendre toujours à de la gratitude parce que les échecs étaient déguisés en vie normale. Mais la négligence répétée assez souvent devient sa propre vérité. Et un jour, vous êtes autorisé à cesser de la traduire en amour. C'est la leçon que j'ai retenue de ce dîner. Parfois, la chose la plus honnête que vous puissiez faire est de partir sans créer un argument de plus pour des gens déterminés à ne pas vous comprendre.